Juste quelques mots, Daniel. On te connaît forcément, je ne m'étendrai pas sur ton parcours, que tout le monde connaît ici, depuis la création du groupe d'information sur les prisons avec Michel Foucault en 71, à la fondation de AIDE, notre association en 84. Une vie animée par cette volonté de transformation sociale. Ma question est simple, en quoi cet objectif de transformation sociale a toujours un sens aujourd'hui? Merci beaucoup, Daniel. Bon, alors d'abord, c'est moi qui voudrais vous remercier. C'est le premier mot qui m'est venu hier soir quand je suis entré dans la salle, que je vous ai vu aussi nombreux, beaucoup de têtes que je ne connaissais pas et qui étaient jeunes, et beaucoup de têtes que je connaissais qui avaient vieilli, et ça m'a fait plaisir. Parce que je me rappelle l'époque où 3 fois par semaine, j'allais au Père-Lachaise. Alors, j'étais content de voir des vieux, et je suis content d'être parmi vous un vieux. Et je croyais que c'était un peu, vous m'invitiez non pas pour le patient du futur, mais pour le vieillissement du patient du passé. Alors, comme je suis d'une période archaïque qui n'a jamais su se servir d'un ordinateur, j'ai eu la chance d'avoir un soldat qui a appris très vite l'informatique. C'était au tout début de l'informatique, c'était Guillaume Sourdril qui était objecteur de conscience, et il a utilisé à ma place la compétence qu'on acquiert sur un ordinateur, et du coup je ne l'ai jamais acquise. Donc je ne vous offrirai pas de slides. J'avais cru que vous m'invitiez parce que le contexte actuel, politique, et nous sommes en plein dedans, puisque c'est une période électorale, me paraissait une sorte de triomphe de nos 33 ans d'existence. Et je pensais que c'était ça le contexte pour lequel vous m'invitiez. Je veux dire que jamais on n'a autant parlé de la société civile. Et j'aime pas le mot, parce que j'estime que la société civile qu'on oppose à la classe politique, ça n'existe pas franchement, parce que qu'est-ce que c'est que la société civile? C'est des gens comme nous qui s'occupent de problèmes concrets laissés pour compte par la société politique et que nous politisons, que nous faisons surgir sur la scène politique. Et donc, nous ne sommes jamais hors du politique dès qu'on se constitue en société civile. Donc, je pensais que c'était cette victoire de nos actions de société civile que vous vouliez qu'on discute. Il y avait une autre chose qui m'a frappé dans l'actualité, quand on regarde tous les commentaires politiques et les sondages, on évoque de plus en plus la place des émotions. Il y a Chantal Mouffe, qui a été une des inspiratrices des Nuits debout, qui parle des émotions civiques. Or, je crois que nous avons tous commencé à militer à partir d'émotions, de deuil, de colère, de rage, de dégoût face aux stigmates, la violence de l'institution médicale quand elle ne nous ignorait pas complètement. Enfin, c'est toutes ces émotions qui nous ont mus. Et aujourd'hui, on reconnaît dans la sphère politique la place des émotions en disant même que les gens qui vont être élus, on ne connaissait pratiquement pas leur programme et c'est sur une base émotionnelle. Donc ça, c'est encore quelque chose qui fait partie de notre histoire et qui émerge complètement dans l'actualité politique. Un troisième point qui m'a frappé, vous parlez encore beaucoup de l'homophobie. Moi, il ne m'inquiète pas du tout l'homophobie actuelle, parce que je dis quand même, on vient de leur foutre une sacrée coup dans la figure avec le mariage gay. C'est quand même une transformation complète de la conception de la famille, de la conception religieuse et naturaliste de la famille, qu'il y ait une réaction de rejet, de défense, ça me paraît la moindre des choses, et il y en a encore pour longtemps. Et finalement, ce rejet de nos dernières victoires ont pesé dans les élections. L'électorat de Fillon et l'électorat du Front National, c'est en grande partie des gens qui nous en voulaient énormément. Donc je disais que nous sommes dans l'actualité. Et je pensais que c'était cette actualité que je trouve positive pour notre histoire que vous vouliez que j'évoque. Et en parlant avec Marc Dineuf, il m'a dit non, ce qu'on aimerait que tu nous parles, c'est du passé.
Ça, il faut dire, c'est la seule chose que je connaisse, parce que je n'ai plus d'action de terrain, et hors du terrain, je ne sais rien. On voudrait que tu nous parles un peu de la création de la santé communautaire et de la prévention pour laquelle nous avons énormément de nouveaux enjeux qui m'ont fait découvrir mes camarades en m'envoyant des tas de littérature sur des tas de concepts que j'ignorais complètement, le chemsex, le slam et tout. Je me suis ingurgité tout ça, je suis plein d'envie de connaître, mais bon, ce sera de votre faute. Bon. Alors, bon, la santé communautaire. Quand nous avons créé Aide, on n'était pas une communauté. Les gays n'étaient pas une communauté de mon point de vue. Il y avait quand même plus d'associations. Le CUAR venait de se dissoudre après l'élection de Mitterrand. On pensait que les choses essentielles étaient acquises. Et quand j'ai réuni la presse gay de l'époque, c'est-à-dire Guépier représenté par Franck Arnal, et Masque qui était représenté par mon copain Joker, ils ont dit c'est bien joli tout ça, mais ça ne nous concerne pas. L'électorat de Guépier est un électorat qui vit sa sexualité par procuration. À ce moment-là, il n'y avait pas Internet. La procuration, c'était le journal. Il y avait je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qui a précédé Internet, là, les petits appareils. Comment ? Le Minitel, Daniel. Le Minitel, voilà, c'est ça, le Minitel. On draguait sur le Minitel, voilà. Mais il n'y avait pas de proposition de produit, il n'y avait pas grand-chose comme rencontre. Bon, donc, à ce moment-là, je vois le refus de la communauté gay, que j'appelais pas une communauté. Pour moi, c'était des réseaux sociaux, économiques, commerciaux, érotiques. Il y avait de grandes divisions, et en province, c'était encore plus net. Et parler de communauté, je ne sais pas si vous connaissez le livre le Marais juif, Marais gay, qui n'est pas un terrible bouquin, mais qui est quand même intéressant, qui évoque la transformation du Marais, et c'est un garçon qui visite le Marais, et son père, qui était ailleurs, lui dit « c'est ma boutique, tu vois, c'était là », et ce n'est plus que des sextoys pour gays, et le gars qui est gay est un peu embarrassé d'en parler avec son père, et finalement, c'est en discutant sur la vitrine qu'il commence à faire des conflictions, et il dit finalement « les communautés se créent sur les tragédies ». La communauté juive s'est construite sur la Shoah, et la communauté gay s'est construite sur le sida. C'est mon sentiment aussi, quand je pense qu'à la première Gay Pride, il y avait à peu près 700 personnes, les dernières Gay Pride, il y avait 300-400 000 personnes. C'est bien sûr que l'histoire du sida qui a créé une communauté qui n'existait pas. Donc nous n'avons pas créé une association communautaire. D'ailleurs en France, le communautaire est très mal vu. Mais on pense toujours qu'on demande des droits spécifiques, qu'on se sort de la République. Enfin, vous connaissez le discours. Donc nous ne sommes pas constitués. En plus, le refus de la presse gay de nous soutenir nous a fait, un des tout premiers débats que nous avons eus, est-ce qu'on fait une association gay ? Moi, j'avais découvert à Londres le Terence Higgins Trust et le GMHC, le Gay Men's Health Crisis à New York en 82, qui avait mis quand même la politique sexuelle et homosexuelle au cœur de ses objectifs. On dit, est-ce qu'on le fait ? Et on s'est dit non, en France, c'est pas possible. Non, il faut après tout. Et puis, nous étions tous des intellectuels, nous avions quand même pas eu de problème sur notre sexualité, on était la plupart universitaires, et on a dit le vrai enjeu aujourd'hui c'est le sida, donc on fait une association de lutte contre le sida, point, et y viendront toutes les personnes concernées. Et parmi les toutes premières personnes concernées sont venues des hémophiles. Alors les deux premières personnes malades qui ont fait appel à nous, c'était un Zaïrois et un Haïtien. Donc ça n'a pas été des gays tout de suite. D'abord, les gens qui à l'époque avaient le sida étaient des gens en fin de vie. Jusque-là, on n'avait rien diagnostiqué, donc ils étaient à l'hôpital, ils étaient en mesure de se mobiliser. Donc la première, ça a été un Haïtien, on est entré en communauté
on est entré en contact avec la communauté haïtienne. Et les premiers sont des hémophiles, qui étaient furieux contre la politique de l'association des hémophiles et qui sont venus nous voir pour les aider à foutre en l'air la direction de l'association des hémophiles. Et il y avait, parmi les hémophiles, deux frères. L'un était hémophile, pensait-il, par transfusion, et son frère était aussi homosexuel, et il ne savait pas très bien d'où venait le virus, et il avait envie de militer avec nous. On a commencé à s'intéresser à la question de la transfusion sanguine. Donc notre première lutte, ça a été autour, et au fond, on a fait le 6 juin 1985 notre première conférence sur la transfusion sanguine, qui a été à l'origine de la décision qui a été prise le 15 juin. Alors que le débat courait déjà depuis un certain temps sans décision. Donc on a commencé à voir que ce n'était pas tant la communauté homosexuelle que des communautés particulières qui commençaient à poser des problèmes auxquels nous n'avions pas songé et avec lesquels nous apprenions des choses. Par exemple, les hémophiles nous ont appris qu'il existait des produits chauffés. Donc nous avons fait venir de Lille le représentant de la Banque du sang de Lille, qui était le premier à avoir utilisé les produits chauffés. C'est Jean-Florian Métotal qui l'a fait venir. On a commencé à devenir un peu expert sur la question de la transfusion. Malheureusement, la Société des hémophiles et les donneurs de sang qui étaient tellement sûrs de la qualité du sang donné étaient des gens très... Et puis, les hémophiles étaient soignés depuis l'enfance par les médecins, donc ils n'avaient pas ce rapport que les gays ou les tox pouvaient avoir d'agressivité avec des médecins qui étaient complètement stigmatisants. Donc, on a commencé comme ça. Et la deuxième découverte qui nous a vraiment fait réfléchir à la santé communautaire, c'est les sourds. On savait tous que dans le milieu gay, il y avait des sourds. Il y avait, je me rappelle, tous les samedis soirs, avenue de l'Opéra, il y avait une vingtaine de sourds qui venaient mettre des petits papiers sur les tables en disant « Je suis libre pour le week-end, je serais heureux de rencontrer filles ou garçons ». Et donc, on savait qu'on pouvait rencontrer des gens discrets. Donc c'est comme ça. En plus, l'amant d'Hervé Guibert, Thierry, animait le théâtre des sourds à Vincennes. Donc on savait la présence des sourds. Et nous avons donc commencé à rencontrer les sourds et nous sommes rendus compte qu'il n'y avait aucune consultation en France en langage des signes. Et nous avons commencé à travailler avec les sourds. Nous avons fait venir des interprètes en langage des signes et nous leur avons fait dessiner les représentations, le discours qu'on leur disait, dessinez-le. Et ils nous écrivaient, ils faisaient des grosses mouches ou des grosses araignées, c'était des virus. Donc on voyait très bien que la communication passait très très mal, qu'il y avait donc vraiment un vrai travail à faire. Et je me rappelle que c'est Hélène Rosser qui, à ce moment-là, nous a commencé à nous faire travailler avec les sourds. Et c'est vraiment à partir d'eux que quelque chose comme la notion de santé communautaire est née pour nous, c'est-à-dire qu'un groupe particulier qui avait des problèmes de santé inexprimables, non entendus, sans interprète en face, eh bien, c'était véritablement un nouvel enjeu à faire surgir. Et c'est à ce moment-là que ce concept qui était péjoratif de communautaire nous a paru fort. Et en fait, nous nous sommes inspirés à ce moment-là, où je trouvais ça, je crois, dans un texte canadien. Les Canadiens employaient la notion de santé communautaire. Alors, il y a des représentants ici du Québec, une représentante en quota qui pourra me corriger. Au Québec, au Canada, santé communautaire voulait dire santé publique. Mais en même temps, le public, ce n'était pas l'État. Il y avait les francophones, les anglophones, les protestants, les catholiques. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes sociaux identifiés qui avaient quand même en charge la santé et qui faisaient aussi parmi eux, qui introduisaient des gens en traitement. J'ai assisté à Montréal à une réunion des alcooliques anonymes et justement le débat consistait, c'était des comités de quartier, et le débat consistait à savoir si la solution était l'abstinence à 100% ou une abstinence à, disons, 80%. Je n'avais jamais entendu ça discuter en France. En France, si on allait, enfin, j'ai jamais été, mais on m'a raconté, je bois de l'eau, que les alcooliques anonymes, c'était l'abstinence à 100%.
Alors que là, c'était une décision collective. Donc on a véritablement compris ce concept de santé communautaire, où véritablement, non seulement des problèmes non dits émergeaient, mais des acteurs nouveaux apparaissaient pour les porter. Bon, alors je vous passe, on a un peu étendu tout un ensemble de communautés. Je vous pourrais raconter l'histoire de la rencontre avec les Africains, mais on a un problème de temps. Le deuxième élément dont m'avait parlé Marc Dineuf, c'était de parler de la prévention et des problèmes nouveaux auxquels vous étiez confrontés. Or, pour les 10 ans de aide, j'avais fait une petite synthèse des études existantes, montrant comment nous avions quand même emporté dans les 6 premières années de aide quelques preuves de notre efficace. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un arrêt marqué statistiquement de la contamination. Et donc, on pensait bien y être pour quelque chose. Or, il est certain que si on regardait ce qui avait joué, d'abord, il y avait les seringues. Pensez quand même qu'en 1984, publicité sur les préservatifs illégales, vente des seringues ne pouvait être achetée que sur ordonnance. Donc, c'était quand même des facteurs considérables de contamination. Donc, tout ça, on y était arrivé après au moins 2 ans, puisque les socialistes n'ont pas voulu, à cause d'élections qu'ils risquaient de perdre et qu'ils ont perdu. Et c'est l'arrivée de Michel Barzac qui a permis que ces choses-là soient enfin, à titre expérimental, posées. Bon, mais nous avons... j'avais fait un peu l'inventaire des facteurs de prévention. Ce n'était pas que le préservatif. C'était aussi que nos pratiques sexuelles s'étaient beaucoup modifiées. Beaucoup moins de partenaires. Moins de pénétration. Beaucoup de jeux érotiques autres. Notamment, Gérard Pelé avait créé Santé Plaisir Gay, qui étaient des ateliers de masturbation collective. Bon, moi, je n'estime pas que ce soit absolument représentatif de l'homosexualité. Enfin, ça peut en faire un peu partie. Il y avait également le sérotriage. Alors, sérotriage qui était avoué dans les petites annonces, et puis il y avait aussi, c'est pas très, très glorieux, mais enfin c'est vrai que chacun évaluait la morphologie de son partenaire. Il a des fesses, il n'a pas de fesses. Bon, au début des traitements qui modifiaient la morphologie, on y était très attentif. Et tout un ensemble de choses qui ont fait que. Or, aujourd'hui, on m'apprend que les pratiques sexuelles se sont profondément modifiées, et notamment que des gens très jeunes commencent une initiation sexuelle probablement déjà très promue par la pornographie, les films et Internet, avec des produits chimiques comme accélérateurs de jouissance, des produits qui sont addictogènes, des choses absolument nouvelles pour moi, sauf que en 2000, j'avais voulu aller au sauna à Los Angeles et j'avais demandé, bon, indiquez-moi un bon sauna. On m'avait dit, tu sais, il faudra te barder de drogue. Parce que sans un tel désastre libidinal ici, tout le monde est en traitement, on ne baisse que complètement stone avec des drogues. Bon, du coup, je n'avais pas visité ce sauna, mais j'apprends là quelque chose qui, pour moi, évoque. Donc, est-ce que c'est un plus au jouir ou est-ce que c'est quand même un des signes du désastre du sida? Je suis inquiet et les documents que j'ai lus me parlent essentiellement de la communauté gay. J'aimerais savoir si les jeunes hétérosexuels ont les mêmes pratiques. Sinon, ce serait moins un pouce au jouir que quand même une vraie conséquence de l'histoire du sida dans la sexualité des jeunes. Donc ça, c'est un point qui mérite d'être questionné. Il y a aussi d'autres choses que j'aimerais que l'on évoque avant de se quitter. C'est bon, il y a une salle d'injection à Paris, c'est totalement insuffisant. Elle est déjà au bord du désastre. Et elle fermera s'il n'y en a pas plusieurs. Donc il va falloir s'occuper de cela. Donc, je ne connais plus les réalités de terrain, elles me surprennent, mais je pense qu'il y a véritablement
à être très offensif. Et un point que je voulais vous dire de l'actualité du début, je vous disais au début que je pensais que vous vouliez que nous parlions de cette actualité plutôt positive par rapport à notre action. J'ai été très frappé de voir que dans la plupart des contacts que le président Macron a eus ces derniers temps, aussi bien dans le choix de ses ministres que dans le choix de ses conseillers, il y a un nom qui revient très souvent, c'est Richard Descoings. Richard Descoings, dont vous avez entendu parler, qui a été celui qui a rénové un peu les recrutements de Sciences Po. Vous connaissez peut-être une biographie assez intéressante qui a été écrite par la journaliste du Monde, Raphaël Baquet. Richard Descoings était un jeune énarque au Conseil d'État, un peu timide, qui est arrivé à Aide en 1985 et qui a été le premier secrétaire général adjoint de Aide. C'est lui qui a mis en place un peu les conditions d'admission des volontaires et ça. Et pour Raphaël Baquet, il a fait ses classes sociales à Aide. Et il n'a pas eu d'autre expérience sociale que ces 2 ans de pratique à Aide. Donc vous voyez que pour tous ces projets nouveaux, on peut peut-être trouver des interlocuteurs qui nous comprendront un peu mieux qu'il y a 31 ans. Je vous remercie parce que le temps est compté, je crois qu'on débattra. Merci beaucoup, Daniel. Alors, juste un message. Nous avons commencé légèrement en retard. Nous allons prendre un peu plus de temps pour permettre un échange. Je vais juste te poser une question, Daniel. Jean-François Delfrécy va devoir nous quitter, effectivement, de par ces quelques minutes. Daniel, est-ce que, depuis 1984, on constate Aide a progressivement élargi ou réduit son champ d'action. C'est vraisemblablement son objet social réel qui est suffisamment large ou pas certainement moins clair que ce qu'on pourrait imaginer, mais puisqu'on a réussi à s'adapter progressivement, à faire évoluer nos actions. Comment tu envisages ou analyses cette évolution ? C'est même la première fois depuis au moins 15 ans que j'assiste à une assemblée générale de Aide. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que nous avons rencontré avec plus ou moins de difficultés des communautés différentes. Par exemple, rencontrer les Africains, c'était extrêmement difficile. Moi, j'ai fait je ne sais combien de foyers de Montreuil ou de la rue des Haies pour leur proposer des actions de prévention, et ils étaient très réticents sur le sida, et ils nous demandaient de consacrer une somme équivalente pour leur village, ce que nous ne pouvions pas faire, et nous n'avions pas tellement de contrôle sur l'usage. Et finalement, c'est en rencontrant les femmes qui apprenaient à travailler chez les Européens. Elles apprenaient leur passage et tout ça, et nous avons pu, dans ces cours qu'elles faisaient, des cours ménagers, introduire des demi-heures ou des heures de formation sur le sida, parce que c'était impossible pour elles de dire qu'elles allaient à une réunion sur le sida. Donc on a eu toutes sortes de détours pour arriver à trouver des milieux qui étaient, vous les appelez aujourd'hui des milieux clés, nous on les disait vulnérables, et c'était très difficile. Donc on a eu une espèce de zigzag. De même, c'est en rencontrant au Bois de Boulogne Camille Dupas et les Brésiliennes qu'on a commencé à travailler avec les transgenres. Spontanément, on n'avait ni prévu ni rencontré. Et c'est une série d'actions qui nous a fait isoler, et on était très contents. Au fond, Arnaud Marty-Lavozelle disait: nous sommes la plus grande association de femmes séropositives, de toxicomanes séropositifs, de transgenres, de tout ça, et au fond, sans avoir eu une stratégie de couverture. C'est véritablement, progressivement, partout où les problèmes apparaissaient, nous en faisions l'analyse. Et
Et là, justement, vous allez ouvrir une ligne spécialisée pour les nouvelles pratiques sexuelles associées à des produits. Il faudra que cette ligne de soutien soit pas seulement une ligne d'écoute, mais une ligne d'analyse. Parce que c'est quand même par là qu'on apprend le plus de choses. Merci Daniel.